Je veux encore un virage, encore une accélération. Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Et Johan Zarco, il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Bruit du Paddock. On se retrouve après le Grand Prix de Jerez de la Frontera en Espagne. Un épisode un peu particulier puisque la passion du MotoGP se transmet en famille chez nous. Et donc aujourd'hui je suis très content, j'ai mon fils qui est avec moi. Salut Nono. Bonjour. On va débriefer un petit peu ce week-end de Grand Prix tous les deux. Un week-end qui nous a réservé bien des surprises, haletant, avec une météo qui est venue mettre un petit peu le bazar dans l'organisation bien rodée d'un week-end de MotoGP. Et vous allez le voir, si vous avez vu les courses, beaucoup de choses à dire, des polémiques. Bientôt ça va être une polémique tous les week-ends, si ça continue. On va commencer avec la journée du vendredi. Alors vendredi, la journée un petit peu perturbée par la pluie. Ouais, quelques averses entre les séances, mais qui n'ont pas forcément gêné les pilotes pour la séance d'essai libre le matin et la séance d'essai qualificative pour le samedi. On a pu voir les Ducati un peu plus en forme, avec le retour en Europe comparé aux trois premiers Grands Prix qui sont venus un peu tasser la domination d'Aprilia sur les trois premiers GP de la saison. Après, on a quand même toujours Marco Bezzecchi et Jorge Martin qui étaient un peu plus en retrait sur la première journée. Sur le vendredi, mais qui sont quand même très présents. Hein. On retrouve quand même 4 Ducati dans le top 5, avec un Di Giannantonio qui fait une séance parfaite, quasiment. Comme son début de saison, hein, il montre qu'il est très rapide avec la GP26. Un Morbidelli qu'on n'attendait pas forcément et qui arrive deuxième également. Un Alex Marquez, on le sait, qui adore ce circuit. Il a débloqué son compteur de victoire l'année dernière ici, face à un Fabio Quartararo qui nous avait sorti un week-end phénoménal. Et un Marc Marquez qui commence à travailler son week-end tranquillement et qui fait P5. Et malheureusement, on retrouve toujours un Francesco Bagnaia un peu en difficulté, mais comme à son habitude, qui travaille petit à petit en améliorant ses réglages et qui finit 11e. Une séance un peu à l'image de son début de saison et du fin de saison dernière. Oui, il a souvent fait ça, Bagnaia, effectivement, de commencer doucement le vendredi en posant les bases et puis en travaillant beaucoup pour la course. Un point qui est à noter quand même sur cette journée du vendredi, notamment sur la FP1, c'est qu'on a vu Alex Marquez beaucoup travailler sur le médium, donc vraiment travailler pour la course du dimanche. Il était rapide sur le sec, on a vu, oui. On en reparlera après, mais sur l'ensemble du Grand Prix, il était quand même un cran au-dessus, vraiment, c'est son jardin, Jerez. Et cette façon de travailler comme ça directement dès le vendredi sur les réglages de la course du dimanche, c'est un petit peu ce qui fait pêcher, on y reviendra après, Aprilia sur les sprints. On sait qu'Aprilia est en difficulté avec le soft à l'arrière. Avec le pneu soft. Ils ont vraiment l'arrière qui pousse l'avant quand ils sont en soft. Ce qui explique en partie les résultats moyens depuis le début de l'année, voire mauvais en sprint, mis à part Martin et Austin. Pour terminer rapidement sur cette journée, parle-nous un peu de la PR. Le côté practice s'est plutôt bien passé. On a encore un Alex Marquez qui confirme avec un énorme chrono en 1:35.704, moins d'un dixième du record de la piste que Fabio Quartararo avait signé lors des qualifications la saison passée. On a un Di Giannantonio qui est très rapide également, mais qui encaisse quand même 3 dixièmes par rapport à Alex Marquez qui vraiment a été dominant sur toute la journée du vendredi. On a un Bagnaia qui fait une grosse chute assez spéciale en début de séance sur le virage 1 qui perd l'avant très tôt. Une chute si c'est pas fait un peu aspirer par une chute assez violente, un peu dans le paquet. Sans dommage, il a pu repartir pour faire sa séance. On a un Bezzecchi qui fait fonctionner l'Aprilia et qui montre que la moto est toujours là malgré que les Ducati soient un peu devant, qui finit 3e. On a un Martin qui, comme à l'image de la première séance, des fois se déconcentre un peu. On sait qu'en FP1, il est tombé alors que la séance était finie, donc sûrement une chute de déconcentration. Il chute aussi à haute vitesse pendant les essais, mais il finit quand même 9e, ce qui lui permet d'être en Q2 directement.
Côté français, on a un Johan Zarco qui a été exemplaire côté Honda, un des seuls qu'on a pu voir à l'image et au chrono sur la séance du vendredi. Malheureusement, il manque la Q1 à pas grand-chose, il finit 12e. On sait que c'est aussi un peu le fait d'accuser cette moto, cette japonaise, qui est encore pas forcément au point, même si elle est déjà... Elle a progressé, la Honda, on le voit, mais elle est encore pas au niveau des marques européennes, c'est sûr. Effectivement, Zarco, et on va le voir encore tout le week-end, hein, il sauve le vaisseau Honda, hein, parce que sur les autres pilotes, c'est quand même la cata. Donc le vendredi, passe directement en Q2, Alex Marquez, Di Antonio, Bezzecchi, Marc Marquez, Ayogura, Bagnaia, Raúl Fernandez, à noter quand même qu'Augusto Fernandez, c'est pas son frère, rien à voir. Non, mais, il était présent. Il était présent, qui est pilote de développement chez Yamaha. Fermin Aldeguer, Jorge Martin et Enea Bastianini directement en Q2. Le samedi, la pluie qui s'invite et qui vient perturber ces séances qualificatives. Sur la Q1, on va avoir un Zarco impérial. On sait qu'il est fort dans ces conditions. Hein. Il adore ces conditions. Le séchant, la pluie, pour lui, on l'a vu au Mans l'année dernière. Ah oui. Et 22 secondes d'avance sur un Grand Prix, c'est énorme. On sait qu'il aime ces conditions et il l'a prouvé. Les pilotes ont pu rouler en essai libre 2 sous la pluie, mais ce n'est pas les mêmes conditions qu'en qualif. On sait que le réservoir est plus petit, plus léger, les réglages sont optimisés au maximum. Derrière, on retrouve un Acosta qui, malgré les quelques difficultés de la KTM, arrive quand même à sauver son week-end pour passer en Q2. Et à la 3e place, on a un Brad Binder qu'on ne voit pas forcément, mais qui... Il est un peu transparent depuis le début de la saison. Et à noter quand même que en Q1, le 3e, donc Binder, est à plus d'une seconde de Zarco. Donc, et Acosta est à 80 millième, je crois. Oui, ils sont très proches. Ils sont vraiment très proches. Ouais. Donc les deux là étaient vraiment au-dessus du lot. Et en Q2, on va voir notamment pour Zarco que le fait d'avoir roulé dans ces conditions et d'avoir eu du temps de roulage en Q1 va l'aider en fait à être tout de suite dans le rythme sur la Q2 et à faire une très belle Q2. Ça me fait un petit peu penser à ce qui s'est passé au Brésil, sur un circuit que les pilotes connaissaient peu, dans des conditions particulières. Bon, on va pas revenir sur l'état du bitume, etc. de la piste, mais quand on manque de roulage, quelles que soient les conditions, parce que c'est un nouveau circuit, parce qu'il pleut, et ben passer en Q1, même si on a un train de pneus de moins, ça donne un avantage. Ça donne un avantage quand même. Et on l'a vu, hein, donc on a Marquez qui, lui, par contre, n'est pas passé par la Q1. Donc il n'a pas eu ce temps de roulage le jour même, quelques minutes avant. Dans des conditions de qualification. Difficiles. Qui va réaliser une pole impressionnante de maîtrise. Un Johan Zarco qui se qualifie 2e, ça c'est vraiment top, on l'a dit. Hein, il aime ses conditions. Il a eu la Q1 pour vraiment voir comment se comportait la piste. Et encore une fois, les deux bonhommes là, ils ont mis une seconde à tout le monde. Une seconde au 3e. C'est ça. Et c'est d'autant plus épatant de la part de Marquez que lui n'a pas roulé 15 minutes avant en Q1 et il arrive quand même à coller une seconde à Digia qui est 3e. Après, pour le reste des Ducati et des Aprilia en Q2, on a un Alex Marquez qui est très rapide sur le sec. On sait que les conditions humides sont pas forcément son fort, mais il arrive quand même à sécuriser une très bonne 5e position. Donc une 3e ligne à Rérez, on sait que si on prend un bon départ, on peut vite se retrouver dans le groupe de tête. On y reviendra après, mais c'est ce qui s'est passé en course sprint. On a un Bagnaia, on le sait, hein, il n'aime pas forcément ces conditions non plus. Il n'a jamais fait d'exploit sous la pluie. Il se qualifie 10e tout de même, un peu à l'image de son week-end, de son début de week-end. C'est les positions qu'il a occupées sur le sec ou sur le mouillé. Et on a un Ayogura qui... toujours un peu des difficultés en qualification, qui fait 11, mais qui arrive tout de même à mettre cet Aprilia en Q2 grâce à la séance du vendredi après-midi. Et puis après, côté Aprilia, team officiel, on a un Bezzecchi qui est 4e, qui assure. On a un Martin qui chute, malheureusement, également encore. C'est sa 3e chute du week-end déjà en qualification. Alors on sait que, les pilotes l'ont dit, la piste était très piégeuse. Une piste assez grasse à certains endroits. Mais bon, il arrive quand même à faire une 7e position. Il a pris une pénalité de 3 places sur la grille qu'il a fait partir 10e pour la course principale, du fait d'avoir été lent sur la trajectoire pendant les essais.
Mais bon, on connaît Jorge Martin, les bons départs, ça le connaît, Ouais. et il s'en est plutôt bien sorti. C'est clair, donc nous voilà arrivés à la course sprint qui, pour la première fois de l'histoire, va se dérouler en flag to flag. On va avoir un white flag, on réexplique hein, pour ceux qui ne sont pas rompus au règlement. Le white flag, c'est ce qui va permettre de faire une course donc flag to flag et de permettre aux pilotes de rentrer et de changer de moto. Bien évidemment, en moto, on ne change pas les pneus comme en Formule 1. Et oui, non, c'est beaucoup plus long. Ouais. Voilà, ils sont montés, la deuxième moto est prête pour la pluie, si le temps est menaçant, et il faut que la direction de course autorise ce changement pour que les pilotes puissent rentrer dans les stands et changer de moto. Avant l'arrivée de la pluie, qui va vraiment intervenir, la grosse pluie à 5 tours seulement de l'arrivée, on voit un abandon assez surprenant de Martin sur les freins. Alors ça, franchement, je l'avais jamais vu. C'est quelque chose qu'on voit très rarement, surtout des freins aussi lumineux, Ouais. de rouge vif, de chaleur. On les voit au Qatar. Un peu de parce nuit, que parce c'est qu'il fait nuit, une ouais. course de nuit. Et la ligne droite fait plus d'1 kilomètre. Exactement, la ligne droite de Jerez est très courte. Hein, le circuit fait 4 km 400, donc la ligne droite fait moins de 800 mètres, il me semble. C'est très rare, une surchauffe de frein. On y reviendra après. Bagnaia, pendant la course du dimanche, a eu la même chose. Ouais, même sujet. On n'a pas vu son frein aussi rouge que Martin, mais Non, on a vu qu'il avait plus de frein. On suppose qu'il avait plus de frein et ça freinait plus. Ça a été une course sprint pour une première flag to flag qui a été plus que mouvementée. Ah oui. La pluie s'est invitée à partir du 3e tour de course, donc ça a vraiment tout chamboulé. Une course sprint, d'où son nom, c'est une course très rapide où les pilotes donnent tout. Et 12 donc, ou 13 tours, je crois. 12 ou 13 tours. Donc forcément, les pilotes n'élaborent pas forcément de stratégie. C'est Non, c'est à à fond fond. toute la course et on voit ce qui se passe. On a eu une avalanche de chutes, d'entrées au stand. Je pense qu'on va garder le cas Marquez pour la fin. Ouais. On a eu des pilotes qui étaient très très loin pendant la course avec beaucoup de mal, qui sont rentrés dès les premiers tours de pluie. Et ça a payé. Et ça a payé, comme Morbidelli qui arrive à faire une excellente deuxième position. On ne l'attendait pas du tout là, il a complètement loupé sa qualif, il part 18e. Il fait une très bonne course. Ensuite, on a un Alex Marquez qui est très rapide en tête, qui décide de ne pas rentrer. En fait, il décide, il n'a pas trop le choix parce que Il a pas trop le vraiment choix. la grosse pluie, elle est dans le dernier virage de Jerez et quand il s'en rend compte, il a déjà passé l'entrée des stands est plus tôt. Ouais. Et il peut plus, donc il est obligé de faire un tour supplémentaire. Là, c'est vraiment le déluge, il pleut vraiment très fort. Ça tombe dans tous les sens, on a Miller qui tombe, on a Alex Marquez qui va pas finir son tour, je crois qu'il tombe au virage 9. Il tombe au virage 9, ouais. On a à l'entrée du stadium. Où il a vraiment pas d'angle, hein. Il est droit, ah oui, la moto savonnette. glisse. La moto s'en va, c'est terminé. Acosta qui tombe aussi. À noter quand même que au moment où la pluie arrive, Bezzecchi n'est que 13e. Alors il va rentrer, Bezzecchi, mais il va tomber avec les pneus pluie. On imagine qu'il devait pousser pour essayer de récupérer un petit peu des positions et sauver quelques points. Binder, dont on nous a rabâché à la télévision que c'était le meilleur pilote sous la pluie parce qu'il avait gagné dans des conditions qui peuvent paraître similaires au Red Bull Ring, mais en fait, c'était pas du tout le cas. Il a plu beaucoup plus tard, il y avait beaucoup moins de distance à parcourir. Il restait un tour à faire, un tour qui était interminable d'ailleurs. Voilà, il se fait piéger, oui, c'était un tour de force, il faut le reconnaître, hein, parce qu'il tombait vraiment beaucoup d'eau. Ah oui. Mais il se fait piéger, il tombe aussi. Marquez suit, Alex Marquez est devant, Marc Marquez le suit de très près, il voit que son frère ne rentre pas, et il rentre pas non plus. Mais il va chuter dans le dernier virage. Il va faire une petite chute, une perte de l'avant. Il va garder évidemment l'embrayage. On rappelle aussi que si la moto cale, maintenant on ne peut plus repartir. Plus de poussette par les commissaires, c'est terminé. À ce moment-là, il relève la moto et il rentre dans les stands. À noter que entre le moment où il tombe et le moment où il rentre dans les stands, il se passe 15 secondes. 15 secondes, ouais. Donc le gars a réagi quand même avec une vivacité d'esprit qui est très propre à Marquez. Très vite. Alors forcément, il y a eu une grosse polémique pendant toute la fin de la course, même après la course. Parce qu'il rentre par l'herbe. En coupant le dernier virage. Alors, pour le coup, niveau règlement, il ne gêne personne parce qu'on le voit attendre sur les images que toutes les motos passent. Or, il est vrai qu'il ne prend pas la ligne des stands. On nous a comparé un peu ce cas de figure avec Zarco à Suzuka il y a quelques années. Même si ça a été rappelé que Zarco à Suzuka il y a quelques années, il poussait la moto déjà, ce qui est un cas de figure différent, et il avait passé la ligne d'arrivée.
Ah non, il n'avait pas passé Il la avait ligne pas d'arrivée. passé la Non, ligne non, d'arrivée. Il était dans le dernier virage de la même manière, mais il n'est pas passé. Quand on rentre dans les stands, on le voit bien, il y a les panneaux de Il y a les limitation de panneaux. vitesse avec une ligne blanche. Et le règlement stipule qu'il faut passer cette ligne. Quand Zarco était rentré à Suzuka, Il est passé il était après passé la par ligne. derrière et il est arrivé derrière la ligne. C'est Donc ça. il n'a pas franchi cette ligne. C'est là la différence. Il y a deux choses, c'est que Marquez ne gêne personne, il attend que tout le monde passe. Il ne remonte pas le circuit en sens inverse, ce qui est interdit pour aller prendre la voie d'entrée des stands. C'est ça. Et il traverse bel et bien cette ligne. De plus, le règlement et la direction de course a considéré qu'il n'avait dans la manœuvre pas gagné de temps. Alors c'est là où la polémique enfle un peu, parce que effectivement, de manière brute, il n'a pas gagné de temps. Il a perdu 15 secondes à relever sa moto, à rentrer. Évidemment, il aurait mis moins de 15 secondes s'il était rentré normalement. Forcément. Mais s'il ne tombe pas à cet endroit-là, Il ne rentre pas au stand et voilà, il est dans la situation de son frère et il gagne pas cette course. et il gagne pas cette course. Parce que quand même, il fait... Alors, il y a toute cette polémique autour, mais il faut quand même souligner la performance extraordinaire. Le pilote tombe, il rentre au stand, il change de moto, il vient de tomber, donc on sait que quand on tombe, même si c'est les meilleurs pilotes du monde, bah, la confiance est un peu moindre. Et puis dans son tour de sortie avec les pneus qui sont pas forcément chauffés, froid, il vient faire une attaque où il part de très loin Ouais, part de très, très sur loin. Bagnaia et il lui met en 2 tours avant la fin de la course 2 secondes 6, secondes donc 6. il fait vraiment une course extraordinaire et malgré cette petite polémique, il a quand même plus que mérité cette victoire. Ensuite, on a malheureusement du coup un Alex Marquez qui perd les points qu'il aurait pu engendrer avec la course sprint. On a un Bagnaia qui était très en difficulté pendant la course sprint avec le départ qui finit mine de rien deuxième également. Donc c'est très important pour lui. Et puis à côté de ça, on a un Johann Zarco malheureusement qui est rentré un peu tard. Ouais, un tour trop tard. Qui était plutôt bien parti en plus dans cette course sprint. Il se fait un peu chahuter au départ, mais il était toujours dans le top 5. Il est rentré un peu tard, en même temps que Fabio. Fabio qui a été très étonnant, avec un très gros rythme, avec des pneus slick sur le mouillé, qui a très vite recollé le groupe qui était devant lui, qui est rentré 2 tours plus tard aussi, comme les derniers qui sont rentrés, et qui finit 7e. Et un 7 et Johann 8, Zarco qui vient finir juste derrière lui. Et puis on a Morbidelli qui tire les marrons du feu, complètement à contre-courant de sa course, parce qu'il était loin sur le sec, mais il rentre au bon moment. Exactement. Et d'ailleurs, les 3 pilotes sur le podium, Marquez, grâce à sa chute certes, mais néanmoins, Bagnaia et Morbidelli, ils sont tous rentrés au bon moment et ils ont gagné. Une course sprint qui, si on s'arrête à ce moment-là du week-end, coûte cher à Aprilia, puisque les 2 pilotes marquent 0 points. 0 points. Bezzecchi continue sa série noire des sprints, c'est vraiment pas sa spécialité. Au passage, la série de tours en tête est de terminée. Bezzecchi est terminée. Alors je sais pas si ça prend en compte les tours de ça sprint. prend pas en compte les tours de sprint parce elle sera que terminée le premier tour le ça. lendemain, quoi qu'il en soit. Mais voilà, une course sprint folle. Je pense que c'est la plus folle des courses sprint une des que j'ai plus vues. spectaculaires qu'on a pu voir depuis l'introduction de ce module dans les courses de MotoGP, effectivement. Et la première, donc on disait, flag to flag de l'histoire. C'est quand même un joyeux bordel, faut le dire, ces courses flag to flag. J'ai vu une image au moment où je crois que c'est Marquez qui rentre, il y a Di Giannantonio qui arrive juste à ce moment-là, Marquez sort. Enfin, c'est quand même en termes de sécurité, c'est très brouillon. C'est limite. Très limite. On le voit souvent au Mans, qui est une course où il y a beaucoup de pluie, et l'année dernière, c'était extrêmement dangereux aussi. C'est vraiment chaud. Passons, si tu veux, au Grand Prix du dimanche. Grand Prix du dimanche, un peu plus tranquille comparé à la course sprint. Il fait grand beau. Difficile de faire mieux, ou pire, selon comment on le voit. Un grand soleil comme on a l'habitude de voir à Jerez. On a un départ qui est plutôt calme, avec encore un excellent départ de Marc Marquez, qui arrive à maintenir un peu son avance dans les premiers tours. Malheureusement, Alex Marquez fait un excellent départ à son tour en partant, on rappelle, de la 3e ligne. Il vient directement dépasser son frère. Et puis on voit un Marc Marquez qui, un peu à l'image, j'ai envie de dire, des premières courses de la saison, alors qu'on sait qu'il n'était pas forcément à 100% physiquement. Il a déclaré qu'il était un peu mieux ce week-end, qu'il recommence à vraiment se sentir bien avec la moto. Ils ont eu presque un mois. Ils ont eu 3 semaines. Donc forcément, ça aide au niveau entraînement et
conditions physiques pour piloter une MotoGP. Et puis, quand il se fait passer par son frère, dans l'avant-dernier virage, une chute que personne n'a pu expliquer sur le moment. Il monte pas sur le vibreur. On a vu Randy Depugné qui se dit tiens, est-ce qu'il est passé sur le vibreur? Et puis non, pas de ligne replay blanche. d'après, pas de ligne blanche. Alors, Marquez a déclaré qu'il avait été surpris par le vent. Et quand on voit les pilotes dans la cold room à la fin, ils expliquent tous que effectivement dans ce virage-là, il y avait pas mal de vent. Alors le vent, il est là pour tout le monde, mais on sait qu'il souffle pas à chaque seconde de la même manière, c'est pas quelque chose de régulier. Et Marc dit que vraisemblablement, il s'est fait un petit peu surprendre. Moi, ce que je note, c'est que ce week-end, quand même, il était là. Mais il était là, en fait, si tu regardes pratiquement tous les week-ends de la saison. Un peu gêné par son épaule, il a quand même énormément manqué de chance. Oui. Mais là, ça commence à devenir, en termes comptables, ce 0 pointé là. Ça encaisse des points Ça au commence championnat. à faire mal. On fera un petit point sur le championnat après, mais ça fait très très mal. Et puis après la chute de Marquez, de Marc Marquez donc, Alex intouchable. Intouchable. Comme à son habitude, comme l'année dernière. Il est parti devant, il a fait course en tête, des chronos dans notre monde. Dans la même seconde, à 4 dixièmes d'écart. Ouais. Une pendule. Incroyable. Ensuite, côté Ducati, on a un Gigi D'Antonio qui est très constant et très rapide également. Il est toujours là, ça fait podium aussi. Exactement, encore. Podium pour lui. Un Bagnaia qu'on a dit du coup, on en a parlé abandon plus tôt. sur problème de frein aussi. Abandon sur sûrement une surchauffe du frein, sa moto ne freinait plus. Alors, on aura peut-être des explications parce que c'est étonnant, 2 problèmes similaires comme ça sur 2 marques différentes. Et sur le même circuit. Sur le même circuit. Je pense que Brembo va peut-être avoir un petit peu des comptes à rendre. Ouais. Mais enfin, ça fait 0 malgré tout pour Bagnaia encore. C'est un peu la descente aux enfers pour Ducati après un super samedi. Un doublé le samedi et un 0 pointé pour le team officiel. C'est passé du rire aux larmes. On a vu sur les réseaux un petit peu ces mèmes où on voit Tardosi euphorique le samedi et sur le complètement podium de la dépité le sprint. dimanche. D'ailleurs, petit aparté, pour l'anecdote, je ne sais pas si tu as vu la réaction de Francesco Bagnaia quand Tardosi va les prendre dans les bras. Au podium, il est fuyant. Ouais, il est fuyant. On sent que la situation est un peu tendue. La situation est tendue, on sait qu'on entend des rumeurs, et puis je pense que le dépassement de Marquez un peu musclé, alors qu'il était derrière, il aurait pu passer dans un tour après. Après, on connaît Marc Marquez, on sait qu'il fait des attaques musclées, les blocs passent. On l'a vu avec le premier dépassement de la saison sur Acosta Chang. Bon, après, voilà, on ne peut pas savoir ce qui se passe non plus en interne, mais on sent que c'est un peu tendu. Ouais, de toute façon, Bagnaia, on pourra faire un petit point, si tu veux, à la fin du podcast sur les transferts. On sait qu'il ne sera plus chez Ducati, il a été évincé, malgré tout. Donc c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé les années précédentes, les titres, etc., ça doit avoir un petit goût amer. Pour finir sur cette course, on a un Jorge Martin, toujours là, solide encore. Alors il est au pied du podium, certes, mais enfin ça fait une 4e place solide, c'est des gros points. Surtout que les principaux adversaires finalement des Aprilia sont à terre. Voilà, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et puis on a ces Aprilia qui quand même, on attendait ce retour en Europe pour savoir si vraiment l'Aprilia dominait. Force est de constater que c'était moins dominateur que les Grands Prix précédents, mais enfin il y a 4 Aprilia à l'arrivée dans le top 6. Et des fins de course des 2 pilotes Trackhouse. Extrêmement rapide, à l'image d'Ayogura Austin. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Bezzecchi revenait sur Alex Marquez à la fin de la course. Et on a vu. On peut imaginer qu'Alex Marquez avait peut-être un peu rendu la main. Il coupe un peu forcément, il avait vraiment une avance confortable. Et puis pour ceux qui ont pu voir le Grand Prix, on a vu à l'image le pneu de l'Aprilia, que ce soit sur celle de Bezzecchi, de Jorge Martin ou des 2 Trackhouse, le pneu était neuf. Pas de dégradation importante. Le contraste avec la Honda Johan qui bougeait dans tous les sens, c'était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le pauvre Johan fera les frais de cette remontée. Johan Zarco fait une super course, faut le dire, avec une moto en dessous complètement, à l'image des japonaises, Zarco. Honda et Yamaha sont à la cave, on peut le dire. C'est très compliqué pour eux niveau développement. Il fait une course où il se fait un peu bousculer au début. Il arrive tout de même à accrocher cette 5e place pendant plus de la moitié de la course. Et puis les Aprilia qui remontent lui volent sa 5e et sa 6e place. Il finit quand même 7e.
C'est bien, et puis ça sauve super le vaisseau course. Honda parce que Mir se prend un double long lap, donc à l'arrivée il est nulle part. Pareil. Et On a pour Marini qui est 13. il faut retrouver Marini à la 13e position pour voir la deuxième Honda. Et puis on a un Diogo Moreira aussi également qui est un peu en difficulté. Je pense que en tant que rookie, arriver sur un circuit comme Jerez qui est très physique, où on n'a pas forcément le temps de se reposer, piloter une MotoGP, c'est quand même différent d'une Moto 2, donc C'est sûr. on peut comprendre. Et puis côté Yamaha, on a toujours un Fabio qui domine ses coéquipiers. J'ai vu il n'y a pas longtemps, hein, encore comme l'année dernière, Fabio à lui tout seul a autant de points que toutes les Yamaha cumulées. C'est ça. Toujours difficile, il finit 14e, il arrive à tenir un Joan Mir qui était très rapide en fin de course. Malheureusement, ça fait 2 petits points, c'est déjà pas mal. On sait que Augusto Fernandez était là pour apporter des datas en plus. Ils ont essayé un châssis. On en parlera après un petit peu dans les essais qu'il y a pu y avoir le lundi. Mais une course encore très compliquée pour Fabio Quartararo et Yamaha qui subissent cette moto qui a tout perdu comparé à l'année dernière, déjà qu'elle n'était pas très performante. Exactement. Si on fait un petit bilan de ce week-end, sans repasser constructeur par constructeur, puisqu'on est allé déjà un petit peu dans le détail, on peut quand même dire que effectivement les Aprilia, ils s'en sortent quand même bien, le team Aprilia, après ce samedi catastrophique. Les déconvenus finalement des Ducati officiels le dimanche font que ils gagnent encore des points, ils creusent l'avance. Ils creusent l'avance, exactement. Bezzecchi, typiquement sur Marquez, avait perdu 12 points, le points samedi. Le Et là, il en gagne 20. Donc à la sortie, ça fait un bonus de 8 pour lui sur le week-end. Face à Marquez qui, même si le début de saison n'est pas celui qu'on imaginait, reste à mon avis avec Martin, son principal adversaire pour le championnat. Et après, je pense qu'il ne faut pas trop exclure Fabio Di Giannantonio, qui est très rapide. C'est à voir sur le reste de la saison. On sait que Ducati n'ont pas l'habitude de forcément privilégier leur équipe satellite. Ouais, mais bon, il est quand même à surveiller. Bezzecchi, on le rappelle, est premier au classement avec 101 points. On a Martin qui fait une saison quand même folle, qui est à 11 points de son coéquipier, qui a 90 points. Et Di Giannantonio, comme je le disais, qui est troisième. Il n'a que 30 points d'écart, mine de rien, Di Giannantonio. Ça fait une bonne course à 0 pour Bezzecchi. Enfin, tout est possible, on n'a que 4 grands prix, il en reste 18. Derrière, on a un Costa qui commence à subir sa KTM. On le savait. On s'y attendait. On s'y attendait, mais tout de même qui reste à moins de 35 points de son rival au championnat qui est Bezzecchi pour l'instant. Puis Marc Marquez qui, mine de rien, avec ses 2 chutes consécutives en course et à 45 points de retard. Donc, ça fait que 4 grands prix. Donc on sait que ça peut remonter très vite. On connaît Marc Marquez. Mais bon, ça fait des points engrangés quand même. Il n'a pas fait 2 chutes consécutives, puisque à Austin, c'est surtout qu'il a pris son long lap. Il a pris son long lap. Il est pénalisé. Il chute en sprint à Austin et là en GP en Espagne. Mais ouais, ça fait 44 points de retard. C'est ça. 44 points, ça commence à faire beaucoup à seulement 4 grands prix. Ça te fait un delta de plus de 10 points de perdus par week-end. C'est beaucoup. C'est pas mal. Il va falloir être plus régulier. Peut-être que la chance tourne un peu aussi, parce que voilà. Et puis on a un Alex Marquez qui revient en force. Moi je l'attendais avec le retour en Europe. Je m'y attendais un petit peu. C'est vrai qu'il a été un peu transparent sur les premiers Grands Prix. Difficulté à s'adapter à la GP26 aussi. Il avait celle de l'année dernière. Il avait la 24 en 2025 et là il a la 26 en 2026. Donc forcément il faut s'adapter un peu. Puis on voit qu'elle a l'air quand même moins facile que la MotoGP, la Ducati de 2025. Bagnaia pareil, seulement 9e, il est à 67 points de Bezzecchi. Et puis après pour retrouver les Français, il faut retrouver à la 14e place Johan Zarco qui a 24 points et Fabio qui en a seulement 11 à la 16e place. Oui, Fabio, la saison va vraiment être longue. Si on regarde sur les résultats de la course dimanche pour les Yamaha, ça fait 14e, 16e, 18e, 19e et 20e. C'est quand même le fond de classement qui est la occupé tristesse. par japonaise. J'entendais Michel Turcot qui expliquait qu'en fait ils avaient perdu le point fort de la Yamaha qui était ce train avant incroyable, qui plaisait tant à Fabio et qui lui a permis malgré une moto en retrait de faire des pôles l'année dernière. Là on en est très loin cette année. Voilà pour ce que l'on pouvait vous dire sur ce Grand Prix de Jerez ce week-end. On a eu des tests lundi, on va pas s'attarder très longtemps sur les tests puisque
par définition, c'est des tests, on ne sait jamais ce qu'ils testent réellement. On sait jamais, voilà. On a quand même vu quelques images sympas, Mm-mm. notamment Aprilia qui arrive encore avec des évolutions aéro. Un espèce de gyroscope sur l'arrière de la selle. Et nous Alors, sortent des trucs. j'ai lu que c'était pour capter comment le vent passait, Les flux pour d'air. qu'après les ingénieurs puissent se baser avec l'intelligence artificielle qui est maintenant utilisée aussi en MotoGP pour pouvoir créer le meilleur aéro sur la selle. Il faut Je sais qu'ils en pas si profitent. tu te souviens, mais Aprilia, ça a été les premiers à faire des tests avec une sonde Pitot sur le carénage sur à le l'avant. carénage à l'avant, et ça a été les premiers avec un Lorenzo Savadori au Mugello à avoir l'aileron type Formule 1 sur l'arrière de la selle quand elle est chez Spargaro était encore là-bas. Et malgré tout, quand Bezzecchi se fait casser des aéros, il gagne quand même une course. Ouais. Donc n'y rien comprendre. On l'entend souvent, hein, pour ceux qui sont sur Canal+, on entend souvent Randy Depugné dire que les aéros ne servent à rien. On peut pas forcément lui donner tort parce que, en revanche, quand on voit un pilote qui a des ailerons cassés, il roule souvent plus vite que ceux qui ont les au moins que les aussi vite, au en tout moins cas. aussi vite. Et on se dit que ça doit quand même servir à quelque chose, puisque sinon, il ne dépenserait pas autant d'énergie C'est ça. et de budget, parce qu'il y a certainement un budget important il y a du en budget. aéro. Ogura, qui fait le meilleur temps de ses tests, alors ça reste des tests. Hein. Avec un Fernandez, deuxième aussi, les deux Trackhouse devant, un Bezzecchi qui suit en troisième position. Après, voilà, on a vu des tests aéro, on sait que Aprilia et Ducati sont dans la classe la plus haute, donc ils ne peuvent pas apporter de grands changements. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout, on n'a pas vu énormément de choses chez Honda, pas beaucoup d'images. Par contre, je pense qu'ils savent aussi nous faire parler. On a eu beaucoup d'images de Yamaha. On sait qu'Yamaha a testé de nouveaux setups électroniques, pas mal d'aéros. Ils sont repassés à leur aéro à triple lèvre à l'avant comme ils avaient l'année dernière. Fabio Quartararo avait l'air de dire que c'était un peu mieux, ils avaient plus de grip à l'avant, un meilleur feeling. Faut noter que malgré les châssis qu'ils ont essayé, le nouvel aéro et les électroniques, ils ont trouvé un peu une base un peu plus homogène qui lui a quand même permis de rouler presque 1 seconde plus vite pendant les tests. Ouais. Alors oui, la piste est déjà gommée, mais l'année dernière, au test de Catalogne, la piste était gommée et il n'avait pas roulé 1 seconde plus vite. C'était la cata, absolument. On se retrouve dans une quinzaine de jours après le Grand Prix de France. Quand on voit les performances de Johan sur les conditions humides ce week-end, on se dit qu'on en est presque à souhaiter qu'il pleuve au Mans. Presque. Parce que ce serait assez formidable d'avoir un nouvel exploit de Johan. En tout cas, ce Grand Prix de France, on l'attend tous. On sait qu'il y a un dispositif télé qui est juste incroyable. À partir du jeudi, on va se régaler et puis on se retrouvera, nous, pour débriefer ce circuit du Mans dans une quinzaine de jours. Exactement. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. Au revoir.